Hajime vit comme un clochard fauché dans les bidonvilles, car immédiatement après sa naissance, ses parents sont partis chercher du lait et ne sont jamais revenus. Chaque jour, il souffre d'une faim extrême et doit risquer sa vie en combattant des monstres mortels juste pour s'offrir du pain. Malgré sa douleur et ses difficultés, Hajime continue d'avancer et poursuit son rêve de devenir plus fort qu'Omniman et suffisamment à l'aise pour manger ce qu'il veut. Finalement, son effort porte ses fruits, car il devient trop grand pour son corps de nain et devient un aventurier à part entière aimé de tous en ville pour être le gars le plus gentil du monde. Un jour, il entre dans le donjon chercher de la viande pour les citadins, mais il est abasourdi par le fait que la porte est déjà ouverte alors qu'il est le seul à avoir signé le formulaire d'entrée. Soudain, il voit une petite fille se faire avaler par un slime et la sauve immédiatement. La tête en l'air se présente comme Rirui et commence à glacer Hajime pour l'avoir sauvé. Mais il lui donne un coup sur la tête et la gronde pour être entrée dans le donjon sans autorisation. Il lui demande alors où sont ses parents, mais elle répond qu'elle a été abandonnée et déclare qu'elle va désormais vivre seule. Cela fait comprendre à Hajime qu'elle n'est pas de la ville et qu'il sait que l'orphelinat ne l'aidera pas. Alors, il la taquine pour qu'elle le rejoigne dans sa quête. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le donjon, Hajime la traîne pour avoir été craquée par un slime de bas niveau. Mais elle affirme qu'elle a été prise au dépourvu et lui assure qu'elle sera aussi utile qu'un Pokémon au combat. Cependant, lorsqu'il rencontre un monstre sanglier, Rirui crie immédiatement comme un crétin et se mouille. Lorsque le sanglier attaque, Hajime passe en mode bête et le détruit d'une manière plus brutale que les films Terrifier, provoquant l'évanouissement de Rirui. Ensuite, Jinmei remet la viande de sanglier à la jolie réceptionniste de la guilde nommée Olive, mais elle trouve Rirui en train de faire la sieste dans la voiture, ce qui lui fait accuser d'être l'apprenti de Didi. Après avoir expliqué toute la situation à Olive, Jinmei rencontre la vieille dame responsable de l'orphelinat et lui propose de donner plus de nourriture chaque mois en échange du logement de Rirui. La vieille dame le félicite d'être attentionné, mais elle admet également qu'ils ne peuvent pas aider tout le monde parce qu'ils ne sont pas des dieux. Sur le chemin du retour, Hajime se rend compte que la vieille dame est mûre car essayer de sauver tout le monde ne fera que rendre les choses plus difficiles. Et son passé difficile est la preuve que peu de gens sont prêts à aider les parias. Soudain, Olive arrive et l'informe que Rirui a disparu et qu'il y a une bête magique dans les montagnes. En entendant cela, Hajime se rend compte que le stupide Razmoket essaie de démarrer imprudemment son aventure de mise à niveau en solo. Alors, il court aussi vite qu'il peut pour la sauver. Alors qu'il traverse la forêt, il se demande pourquoi Rirui ne s'est pas contenté de siéger à la guilde. Mais quand il se souvient de ses dures journées de chasseuse de Chibi, il se rend compte qu'elle a dû survivre de la même manière. Bientôt, il voit sa rage appâter un monstre loup et il parvient à intervenir juste à temps pour bloquer son attaque et le détruire à l'aide de combos brutaux. Il commence alors à la gronder pour avoir essayé de mordre au-dessus de son niveau, mais elle lui dit qu'elle a faim et se met à pleurer. Cela touche tellement le cœur de Hajime qu'il lui dit qu'elle est maintenant sa coéquipière. Et ces mots lui font verser des larmes de joie. Le lendemain matin, Hajime se réveille avec la vue choquante de Rirui dans un corps adulte avec de grandes usines de lait, mais elle revient soudainement à sa forme chibi. Après le petit déjeuner, il emmène Rirui au Hall Hall de la guilde où il informe Olive de la transformation soudaine de Rirui et elle accepte d'examiner l'affaire. Hajime demande alors une quête qui aidera Rirui à s'habituer au combat. Olive recommande donc un travail de chasse au slime, ce qui excite Rirui. Peu de temps après, Hajime et Rirui arrivent au donjon pour la quête. Mais Hajime dit que Rirui combattra le slime seul dans le cadre de son entraînement. Elle est excitée, prétendant qu'elle détruira le slime avec des combos de respiration de flamme, mais elle finit par se faire plier par le slime en quelques secondes. Ensuite, Hajime emmène Rirui déjeuner dans la forêt, mais elle refuse de prendre la nourriture parce qu'elle n'a pas pu faire son travail. Hajime se rend compte qu'elle a peur que sa propre faiblesse puisse la laisser à nouveau abandonner, et il ne sait pas comment gérer la situation car il n'a jamais eu à s'occuper de qui que ce soit auparavant. Il essaye de la forcer à manger, mais elle refuse. Il lui demande donc de retourner au donjon avec lui et de tuer le slime cette fois-ci afin qu'ils puissent manger ensemble. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au donjon, et cette fois, Hajime donne à Rirui des instructions claires sur la façon de vaincre le slime, ce qui lui permet enfin de réussir. Ensuite, ils rentrent chez eux à pied, se tenant la main tout en dégustant du pain ensemble. Cette nuit-là, Olive fait des recherches approfondies et découvre que Rirui est en fait une succube. Pendant ce temps, Hajime dort paisiblement dans sa chambre, mais Rirui se transforme en adulte et se prépare à se régaler de son glizzy. Pendant que Jaime dort, Rirui part à côté de lui dans le lit et commence à le renifler. Le lendemain matin, le duo arrive au hall de la guilde et Olive demande pourquoi Jaime ressemble à 5 noirs qui viennent de lui faire rouler un train. Mais il dit qu'il n'est effrayé que par un rêve étrange qu'il a fait la nuit dernière dans lequel il se faisait renifler par un loup. Olive l'informe alors que Rirui est une succube. Mais Rirui n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire, alors elle explique qu'il s'agit d'une espèce ancienne. Leur monde est divisé entre humains, bêtes, elfes et nains. Cependant, certaines races étranges existent également, notamment les vampires, les loups-garous, les méduses et les sirènes. Et comme ces gens ont des traits de race ancienne, on les appelle des espèces anciennes. Les 2 cellules cérébrales de Rirui ne peuvent pas traiter toutes ces informations, alors Olive simplifie les choses en disant qu'il s'agit d'un cas rare, et elle conseille ensuite à
à Hajime de confirmer auprès d'une autre succube si Rirui est vraiment de cette espèce. Hajime admet qu'il connaît quelqu'un à qui il pourrait demander, mais il n'est pas sûr que cela en vaille la peine. Quelques jours plus tard, Hajime et Rirui arrivent au bar où ils voient un méchant se faire vénérer par Pigment, et Hajime la reconnaît instantanément comme sa vieille amie Veronica. Le simp offre à Veronica toutes ses économies pour avoir une opportunité de les briser, mais va lui dire que les pièces de bronze qu'il transporte ne suffisent même pas à lui acheter une demi-heure de son temps. Cela déclenche tellement le gros qu'il essaie de la frapper, mais elle attrape facilement sa main et lui écrase la tête sur la table, ce qui fait plaisir au reste de ses seins. Alors que son aura déborde, elle lui dit qu'elle n'a pas l'intention de perdre des affaires au profit de lui parce que quelqu'un d'autre en ville exerce son métier. Elle le bat ensuite avec ses coups de poing américains jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Son simp personnel commence à devenir geek, mais quand elle lui dit de devenir une chaise, il se met instantanément à quatre pattes, lui permettant de s'asseoir sur son dos et de saluer Hajime. Après que Hajime lui ait expliqué la situation de Rirui, elle lui demande de lui tendre la main. Une fois qu'elle l'a fait, Veronica lui tient la main, ce qui fait que Rirui se transforme en sa forme adulte. La barmaid Nathalie commence à glacer Rirui parce qu'elle est aussi jolie que Megan Fox, et Veronica dit qu'elle est définitivement une succube parce qu'elle s'est synchronisée avec elle. Rirui se transforme soudainement en chibi et commence à chanter les louanges de Veronica pour l'avoir rendue grande. Lorsqu'elle demande à Veronica si elle peut être aussi forte qu'elle, Veronica répond que c'est possible si elle s'entraîne aussi dur qu'elle l'a fait. Alors Rirui demande pourquoi une demoiselle comme elle s'embête à s'entraîner si dur. Veronica dit qu'elle aime le côté souffrance des hommes, et Hajime est effrayé par le fait qu'elle est toujours la même sadique au cœur noir qu'elle était lors de leur première rencontre. Après que Nathalie soit partie faire son travail de femme de ménage, Hajime s'excuse d'avoir fait venir Veronica jusqu'ici, mais elle dit que tout va bien parce qu'elle était curieuse à propos de Rirui. Il propose de payer son temps, mais elle rejette immédiatement l'offre. Cependant, Hajime insiste sur le fait qu'elle devrait récupérer son argent parce qu'il a peur qu'elle lui demande de vilaines faveurs en échange de ses services. Le lendemain matin, Ryurui fait la sieste sous sa forme adulte à côté du lit de Hajime lorsqu'elle entend soudain frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvre, elle aperçoit Veronica qui admire ses tripes pendant plusieurs minutes avant d'admettre qu'elle est véritablement une succube. Le bruit réveille finalement Hajime et quand il demande ce qui se passe, Veronica propose soudainement de retirer Rirui de ses mains. Ro est sans voix, alors elle explique qu'elle est une mignonne avec beaucoup de potentiel dans le secteur des succubes. Hajime remarque que Rirui est mal à l'aise. Alors, il essaie de décliner son offre, mais Veronica commence à le taquiner, affirmant qu'elle est la Hinata de son Naruto. Sans hésitation, Hajime nie ses accusations, mais cela ne fait que rendre Rirui triste. Cependant, Veronica continue de le troller, affirmant qu'il redeviendra un incel solitaire si Rirui le quitte. Et Bonehead répond avec colère qu'il naviguera sans problème sans elle. Cela rend Rirui tellement déprimée qu'elle reprend sa forme loli et entre comme un zombie. Et Veronica dit à Hajime qu'elle la veut vraiment en s'éloignant. Plus tard, Hajime, Rirui, Veronica et sa chaise humaine arrivent au donjon. Et Hajime essaye d'énerver Rirui, mais voit que sa dépression la fait maintenant ressembler à un cadavre sans âme. Rirui se dit inutile, mais Veronica la réconforte en lui disant qu'elle n'est pas inutile du tout et l'emmène dans le donjon. Après leur départ, l'assistant de Veronica, Rishad, demande à Hajime comment il fait jouer Veronica avec lui, mais Hajime dit au simp de reculer. Alors qu'ils entrent dans le donjon, Veronica et Rirui tombent soudainement sur un piège à distorsion. Et Hajime essaie de les sauver, mais il n'arrive pas à temps et les transporte vers une falaise. Hajime essaie désespérément de réactiver le piège à distorsion, mais cela ne fonctionne pas, alors il commence à paniquer. Lorsque Richot pose des questions sur les monstres dans le donjon, il explique que le donjon a 10 étages descendants et que les monstres des étages les plus bas n'ont pas encore été traités. Si les filles étaient envoyées dans les profondeurs, il pourrait y avoir des monstres suffisamment forts pour menacer Veronica. En entendant cela, Richot suggère de se diriger vers l'étage le plus bas et Hajime accepte, mais il se rend compte qu'il n'est plus dans son jeu depuis l'arrivée de Rirui. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le donjon, Hajime prie pour que Rirui aille bien. Pendant ce temps, la petite mignonne dit à Veronica de se tenir derrière elle pendant qu'elle garde le devant avec son épée, mais Veronica commence à sauter, lui faisant peur. Lorsqu'elle demande si Rirui a peur, elle prétend que ce n'est pas le cas et commence à prononcer un discours audacieux sur le fait que la peur ne vaut rien jusqu'à ce qu'elle rencontre un monstre terrifiant, ce qui lui fait si peur qu'elle se transforme en statue de Bouddha. Le monstre tente d'attaquer, mais Veronica le fait tomber de la montagne d'un seul coup de poing. Lorsqu'elle recommence à taquiner Rirui, l'humble court en avant pour prouver sa force, mais revient immédiatement bien en courant et Veronica voit qu'un monstre géant la poursuit. Alors qu'il court devant, Veronica demande à Rirui où se trouve la sortie. Alors elle choisit immédiatement un endroit et explique à Veronica qu'elle l'a trouvé grâce à son hoquet d'observation, mais ils finissent par se retrouver dans une impasse. Rirui demande à Veronica de se cacher pendant qu'elle combat le monstre, mais Veronica hoche la tête et suggère qu'ils se cachent tous les deux. Alors qu'ils se cachent dans le coffre au trésor, Rirui commence à se plaindre de son inutilité
utilité. Veronica suggère donc d'utiliser sa beauté pour gagner sa vie. À ce moment-là, Hajime arrive et détruit le monstre cyclope avec des mouvements puissants. Lorsqu'il voit l'épée de Rirui au sol, il conclut qu'elle est morte, mais il entend des bruits venant du coffre au trésor. Lorsqu'il l'ouvre, il voit Rirui parfaitement bien, déclarant qu'elle est une aventurière à part entière. Après la quête, il dîne dans un bar et Rirui commence à se plaindre qu'elle est une mini-version de Sakura. Mais Hajime dit que ça va parce que son vrai talent est d'être tout le temps joyeux. Voyant cela, Veronica dit qu'il a réussi son test et révèle qu'elle prévoyait de lui donner à manger au chien s'il faisait de telles choses avec ses proches. Quelques jours plus tard, Hajime et Rirui se promènent dans la région du marché et Rirui est étonné par le fait qu'il y ait autant de magasins aux alentours. Hajime explique que le marché des donjons est comme un festival car après la réinitialisation du donjon, tous les aventuriers commencent à venir pour tous les nouveaux tricheurs et les marchands se présentent pour faire affaire avec eux. Il aperçoit le petit pois en train de baver sur des brochettes et lui rappelle qu'ils sont là pour acheter des vêtements. Elle lui rappelle que c'est lui qui a brûlé ses vêtements, alors il explique que c'était une erreur causée par son manque d'expérience avec les pierres magiques alors qu'il essayait de sécher ses vêtements pour elle. Cependant, Rirui l'abandonne et court vers un autre magasin où elle commence à regarder un œuf étrange comme si c'était une boule de dragon, affirmant que son instinct l'avait conduite à l'œuf. La commerçante dit qu'elle a un bon œil, mais lorsque Hajime lui demande de quel type d'œuf il s'agit, il répond qu'il n'en a aucune idée, puisqu'il ne l'a trouvé qu'au cours de ses voyages. Cependant, il prédit que c'est un œuf qui portera chance et prétend que ce sont les esprits qui décideront si sa prédiction se réalisera ou non. Cela agace Hajime. Alors, il essaye de partir, mais Rirui le retire et le supplie de l'acheter, affirmant que ses sens d'aventurier lui disent que c'est quelque chose de spécial. Comme Bro ne peut pas résister à ses charmes, il finit par acheter l'œuf pour 3 bitcoins, et Rirui l'en remercie joyeusement. Lorsqu'il demande comment ils vont le manger, elle répond que ce n'est pas pour manger. Soudain, une autre enfant chibi nommée Anya tombe sur Hajime et s'excuse alors qu'elle est au sol avant de s'enfuir de son poursuivant. Plus tard au bar, Rirui montre sa nouvelle tenue Temu Cendrillon et Veronica dit qu'elle est jolie. Mais elle est surprise qu'un idiot comme Hajime puisse choisir quelque chose d'aussi chic. Cependant, Hajime admet que c'est Nathalie qui lui a donné le plan et demande à Rirui de se préparer pour leur prochain raid de donjon. Rirui commence à paniquer parce qu'elle pense que l'œuf au plat dans son assiette est l'œuf spécial qu'ils ont acheté, mais Hajime lui montre que son œuf spécial est toujours parfaitement bien. Alors elle le câline et rappelle à Hajime qu'ils vont rater le trésor s'ils ne se dirigent pas bientôt vers le donjon. Il lui demande si elle a l'intention de partir en quête dans sa nouvelle robe, alors elle se précipite pour se changer. En mangeant sa nourriture, il se souvient que leur coutume veut que les habitants laissent les nouveaux arrivants avoir le trésor qu'ils souhaitent, et en échange, ils obtiennent de meilleurs concerts. Mais comme Rirui lutte toujours contre les slimes, il ne voit aucun trésor dans un avenir proche. Pendant la quête, Rirui tente de décapiter un slime, mais celui-ci esquive son attaque et commence à la poursuivre. Hajime voit alors Anya l'air anxieuse devant lui. Et tandis qu'elle avance, il se demande ce qu'une gamine comme elle fait seule dans un donjon. Soudain, un slime commence à l'avaler, ce qui donne à Bro un sentiment de déjà-vu depuis sa première rencontre avec Rirui. Mais elle voit que même l'aventure originale de Chibi est également ingérée de la même manière, ce qui le fait s'effondrer. Quelques heures plus tard, la grand-mère d'Anya la gronde alors qu'elle est allongée sur le sol avec une montagne enflée sur le front et s'excuse auprès de Hajime de lui avoir causé des ennuis. Hajime se présente comme un aventurier local et elle dit qu'elle a déjà entendu dire que c'est un amoureux qui a adopté un petit. Mais Hajime n'est pas à l'aise avec cette réputation car être surnommé chéri réduit ses points d'aura. Quand Anya se relève, Granny lui conseille d'être plus sage comme une fille normale au lieu de courir après des donjons. Mais Anya refuse et s'enfuit. Après son départ, Granny prétend qu'elle a été trop douce avec elle parce que ses parents sont décédés. Et cela suscite l'intérêt de Rirui. Elle explique donc qu'un monstre a utilisé les parents d'Anya comme apéritif il y a quelques années. Pendant ce temps, Rirui rencontre Anya à l'extérieur et ils regardent des forgerons nains repousser leurs limites pour forger une arme. Lorsque Rirui pose des questions sur l'étrange explosion de feu qu'ils utilisent, Anya révèle qu'il s'agit d'un esprit du feu et que les artisans nains ne sont pas considérés comme légitimes tant qu'ils ne peuvent pas en contenir un. Elle affirme alors qu'elle veut devenir forte bientôt pour pouvoir se forger toute seule. Et Rirui recommande d'attendre qu'elle devienne adulte, mais Anya dit que ce sera trop tard, car grand-mère serait déjà morte d'ici là. L'objectif d'Anya est de montrer à sa grand-mère qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle le plus tôt possible. En entendant cela, Rirui se souvient de la façon dont Hajime la gronde et dit à Anya qu'ils sont pareils avant de proposer de demander de l'aide à Hajime en son nom. Peu de temps après, Rirui rencontre Hajime pour lui demander si Anya peut venir avec eux. Il leur permet de passer du temps ensemble, mais l'avertit de ne pas se précipiter seul dans les donjons.
Quelques heures plus tard, ils sont tous les trois dans le donjon et voient un slime passer. Anya lance une pierre pour distraire le slime, puis se faufile derrière lui pour lui faire tomber les yeux. Quand Anya demande si Rirui a appris ses tactiques de combat auprès de Hajime, Rirui confirme qu'elle l'a fait. Alors Anya lui murmure que Hajime est un gars vraiment fiable. Soudain, un groupe de monstres sangliers poursuit des variantes de Bugs Bunny dans leur direction et Hajime ordonne instantanément aux filles de se heurter au mur pour les éviter. Cependant, alors que les filles courent en avant, Anya tombe au sol. Mais Hajime arrive juste à temps pour la sauver de cette bousculade monstrueuse. Alors qu'il la surveille, Anya est trop submergée par son énergie Sigma pour même parler et Rirui le remarque. Alors elle leur fait un sourire méchant, ce qui les fait paniquer. Quelques heures plus tard, un monstre cyclope poursuit Hajime et Hajime. Mais Rirui invoque un esprit de flamme dans son épée et détruit le monstre d'un seul coup. Cependant, tout cela n'était qu'un rêve, et quand Rirui se réveille, elle se précipite pour dire à Hajime qu'elle a un potentiel magique caché qui peut rivaliser même avec Gojo. Elle commence alors à harceler Hajime pour qu'il lui enseigne la magie, mais il dit que ce n'est pas son truc. Nathalie suggère donc de découvrir quel est son type d'esprit. Alors qu'il traverse la ville, Hajime explique à Rirui qu'il existe des esprits invisibles classés en feu, eau, terre et vent. Peu de temps après, ils rencontrent la vieille dame de l'église qui les emmène dans un temple spécial où elle invoque une porte vers un royaume spécial appelé la forêt de sélection. Hajime explique à Rirui qu'il ne peut pas entrer avec elle puisque c'est elle qui est testée, mais promet de venir la sauver si les choses deviennent risquées. Après être entrée dans la forêt, elle se cache de tous les monstres alentour et arrive finalement dans un océan où une tortue ninja de la taille de Godzilla apparaît et lui donne une marque sur sa main. Lorsqu'elle revient au royaume normal, la dame de l'église explique qu'elle a été bénie par les esprits de l'eau. Elle court donc immédiatement en avant pour explorer le prochain donjon. Pendant le raid, Rirui essaie d'utiliser son attaque d'esprit de l'eau, mais elle échoue et elle est à nouveau avalée par le slime. Quelques jours plus tard, Olive félicite Rirui et Anya pour avoir progressé et les informe qu'elles deviendront toutes les deux des aventuriers de bronze une fois qu'elles auront terminé une quête de promotion. Cela les confond. Hajime explique donc que le bronze est un rang pour les aventuriers. Olive leur recommande ensuite une quête de promotion, qui consiste à nettoyer un donjon qui doit être examiné une dernière fois avant d'être éliminé, et affirme qu'il s'agit essentiellement de faire d'une pierre deux coups. Elle leur conseille alors de partir en quête dès le lendemain, car le destructeur de donjon est en route, et les filles ont peur en imaginant que le destructeur de donjon est le boss final d'Elden Ring. Cependant, Hajime dit que les destructeurs de donjons ne sont qu'une partie des espèces anciennes, et que la guilde les engage pour se débarrasser des vieux donjons qui ont dépassé leur apogée. Cela excite les filles, mais Rirui commence soudainement à jouer un rôle dans une scène du dernier maître d'Aïr avec la marque sur son bras, et Hajime se souvient avoir fait la même chose à ses débuts en tant qu'aventurier, ce qui l'embarrasse. Quelques heures plus tard, le trio arrive au donjon, et les filles sont surprises de voir qu'il ressemble à celui de Willy Wonka. Hajime explique donc que c'est un donjon de type plat. Ils passent les heures suivantes à explorer le donjon et finissent par arriver à un endroit où ils sont défiés par un chevalier de la taille d'une collation. Les filles sont excitées parce qu'elles savent que le vaincre les fera passer au rang de bronze. Mais quand Anya tente de l'écraser avec son marteau, le chevalier la bloque et la force à reculer. Voyant cela, Rirui charge avec son épée, mais le chevalier part son attaque et la pousse au sang qu'on se pousse avec son bouclier. Alors que le chevalier les charge, Rirui tente de le faire exploser avec une puissante attaque d'eau, mais tout ce qui apparaît est un ruissellement d'eau au niveau du robinet, qui est facilement bloqué par le chevalier. Lorsque son réservoir est à sec, le chevalier commence à la poursuivre, mais il trébuche soudainement sur l'eau dans le sol, ce qui crée une opportunité pour les filles de spammer leur meilleur combo jusqu'à vaincre le chevalier. Pendant qu'ils célèbrent, Hajime leur donne une tape sur la tête et les félicite d'avoir terminé leur premier donjon. Sur le chemin du retour, les filles se vantent d'être bientôt assez puissantes pour défier Goku puisqu'elles sont désormais de rang bronze, mais elles rencontrent une étrange fille qui est accueillie par Olive. Quand Hajime remarque que les filles sont figées, il leur demande ce qui se passe. Alors, il désigne le serpent géant derrière le carrosse de la jeune fille, ce qui leur fait peur. Cependant, la jeune fille, Sekihime, leur assure que son serpent de compagnie, Go, est un serpent très intelligent et doux. Mais les filles se cachent toujours derrière Hajime. Et Rirui se plaint qu'il soit aussi gros qu'une bête à queue. Rirui suppose que le serpent est le destructeur de donjons, mais Olive lâche les bombes indiquant que le destructeur de donjons est en fait Sekihime, les faisant crier sous le choc. Peu de temps après, Rirui chevauche le serpent, s'amusant comme jamais, mais Hajime lui dit de se calmer et révèle que Go n'est pas réellement un serpent, mais plutôt un médium que Sekihime utilise pour la vision. Apparemment, Sekihime la méduse fait partie de l'espèce ancienne ayant le pouvoir de transformer tout ce qu'elle regarde en pierre. Hajime remarque que la maladroite méduse dort déjà profondément, mais elle se réveille soudainement lorsque Rirui l'informe que quelque chose d'énorme vole devant eux. Il révèle qu'il s'agit d'une créature appelée baleine errante, et ils commencent à planifier comment en faire une pizza. Mais Sekihime est dans son propre monde de ténèbres, grâce à sa cécité, se souvenant du fait que les baleines errantes ont meilleur goût que le poulet Wingstop. Lorsqu'ils arrivent au donjon,
Sekihime demande à l'équipe si ce qu'elle s'apprête à faire est la bonne décision. Hajime confirme que c'est le cas, mais lui dit de ne pas se retourner puisqu'ils sont juste derrière elle. Sekihime ouvre alors les yeux, transformant tout le donjon en pierre. Et Hajime est choqué, même s'il a déjà entendu parler de ses pouvoirs, car il ne s'attendait pas à ce que ses yeux soient plus puissants que les 6 yeux. Soudain, le donjon commence à s'effondrer, alors Hajime dit aux autres de courir dehors aussi vite qu'ils le peuvent. Ce soir-là, ils sont assis près d'un feu de camp et Rirui, maintenant sous sa forme adulte, demande pourquoi Sekihime regarde toujours le ciel. Alors Hajime explique que c'est la seule chose qu'elle peut regarder en toute sécurité. Cependant, Rirui se sent triste pour elle et Hajime se rend compte qu'il était naïf de penser que la vie de Sekihime n'était que rose et milkshake à cause de la quantité de travail qu'elle recevait en tant que destructrice de donjons. Un peu plus tard, Rirui réveille Hajime et il est surpris de voir qu'il est à nouveau short stack. Cependant, Sekihime danse joyeusement autour d'eux pour célébrer, car elle peut désormais regarder les choses librement. Et même si Rirui sait que quelque chose de bizarre se passe, elle rejoint la fête de Sekihime. Pendant qu'ils célèbrent, Hajime essaie de comprendre ce qui se passe, mais soudain, un slime apparaît et avale les 2 dames. Alors que le slime chasse Rirui, Sekihime remercie Hajime et lui dit que le monde est beaucoup plus dynamique et amusant qu'elle ne l'aurait imaginé. Ils passent les heures suivantes à explorer la région ensemble et finissent par arriver à un endroit où une grande baleine errante apparaît au-dessus d'eux. Voyant cela, Sekihime s'effondre d'excitation et commence à louer la beauté de la bête. Puisque Rirui sait où il se trouve, Hajime en conclut qu'ils ne sont pas dans son rêve. Il souligne ensuite qu'il y a une marque sur son bras, similaire à celle que Veronica a sur ses parcelles. Après quelques minutes de réflexion, il se rend compte qu'il se trouve dans un monde de rêve créé par une succube appelée Concubus. Lorsqu'il le dit aux filles, Sekihime remercie Rirui de l'avoir aidé à vivre une réalité aussi agréable. Soudain, Hajime reprend sa forme adulte et la flèche d'Aris transperce immédiatement la poitrine de Sekihime. Alors elle lui avoue qu'elle l'aime bien et le supplie de sortir avec elle. Quelques heures plus tard, ils sont de retour dans le monde réel et Sekihime demande quand Hajime rentrera chez lui. Il lui dit qu'il sera de retour ce soir-là, alors elle promet de l'attendre chez lui pour Netflix et de se détendre. Pendant le raid dans le donjon, Hajime se rend compte qu'il est cuit parce qu'un boa aveugle Hancock est éperdument amoureux de lui. Et quand Anya lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet, il change de sujet en lui demandant s'il pourra toucher leur petit gâteau gratuitement s'il sort avec eux. Ce soir-là, Selheim commence à minauder pour Hajime, mais Veronica l'entraîne dans une autre pièce et lui demande de refuser. Cependant, Rirui arrive soudainement et promet en larmes à Hajime qu'elle deviendra une puissante aventurière avec d'énormes melons lorsqu'elle sera grande. Alors, il lui tapote la tête et rencontre en privé Sekihime. Pendant la conversation, il la rejette poliment, mais elle se met à pleurer comme une lourde, provoquant l'ouverture du sol autour d'elle. En désespoir de cause, Hajime accepte finalement de sortir avec elle. Mais quand il dit toutes les choses qu'il envisage de lui faire, elle est effrayée et s'enfuit. Quelques jours plus tard, Rirui est allongé sur le lit sous sa forme adulte, admirant son œuf mystérieux tout en rêvant d'un Pokémon dragon qui en sort. Cependant, Hajime suggère d'en faire une omelette car s'occuper d'un animal demandera beaucoup de travail. Mais Rirui refuse immédiatement en disant que l'œuf est un œuf porte-bonheur qui fera éclore un incroyable dragon. Le lendemain matin, alors que Rirui bave sur le sol, elle voit l'œuf se fissurer et se précipite immédiatement pour le regarder de plus près. Alors que les coquilles tombent, elle voit un petit oiseau et en parle à Hajime. Mais son estomac commence à grogner, alors il suggère de le faire frire pour le petit déjeuner. Cependant, Rirui refuse, demandant si la nourriture est la seule chose qui préoccupe Hajime. Et il trouve ça drôle qu'une gourmande au cerveau de nouilles comme elle lui dise ça. Quelques heures plus tard, Rirui se dirige vers le bar avec l'oiseau sur la tête, et comme Natalia et Veronica l'admirent, elle le présente comme un dragon. Hajime tue l'humeur de Rirui en l'informant que l'oiseau est un moineau qui vole et non un dragon. Elle passe donc les minutes suivantes à l'observer de près, mais décide qu'elle ne se soucie pas de ce que c'est puisqu'il est si mignon. Tout en buvant sa bière du matin, il leur dit qu'il a eu un animal de compagnie une fois. Et les filles commencent à deviner qu'il s'agit soit d'un dragon, soit d'un esprit maudit de 3e année. Mais Hajime dit que c'est un chien qu'il a trouvé dans les bidonvilles. Le chien était intelligent, alors Hajime lui enseignait toutes les meilleures émotes Fortnite pendant son temps libre. Mais un jour, la pluie est tombée de manière incontrôlable, ce qui a laissé Hajime affamé pendant 3 jours parce qu'il ne pouvait pas travailler pendant cette période. N'ayant plus d'autre choix, Hajime a libéré le chef chinois qui sommeillait en lui et a transformé le chien en un plat de steak dont il s'est régalé. En entendant cela, les filles regardent Hajime comme s'il était un nazi, et Veronica dit à Rirui de cacher son oiseau à Hajime à tout prix, mais les ignore et demande au barman quelle nourriture il a à disposition. Quelques heures plus tard, Hajime et Rirui explorent le donjon, et la blonde humble, Shinmi, est impatiente de voir comment Dragon peut prendre le dessus au combat. Il se heurte bientôt à un slime, et Rirui chuchote à Dragon, lui disant de se taire. Mais le cerveau de l'oiseau commence à émettre des sons forts qui alertent la bave, lui permettant de les avaler tous les deux.
Alors que Rirui essaie de s'expliquer, Hajime dit que Dragon n'est pas un bon match pour les slimes parce qu'il est plus bruyant qu'Ijo-Speed, et cela la soulage jusqu'à ce qu'elle remarque que Bro palpe l'oiseau pour savoir s'il peut en faire des tendins de poulet. Le lendemain, Rirui dit à Dragon de surveiller la maison pendant son absence, et l'oiseau danse en accord. Au donjon, Rirui se déplace comme John Wick, détruisant un slime après l'autre, et elle décide de travailler 2 fois plus dur qu'elle le fait habituellement puisque Dragon a du mal à combattre les slimes. Après avoir éliminé tout le groupe de slime, le corps de Rirui commence à briller et le système l'informe qu'elle est maintenant au niveau 3. Lorsqu'elle rentre chez elle, Dragon court immédiatement pour la saluer, mais elle voit que l'oiseau stupide a bouleversé leur maison. Alors que Hajime entre, il commence à se plaindre de l'inutilité du dragon et Rirui le supplie de ne pas le rôtir pour l'instant. Plus tard, au bar, Rirui essaie d'apprendre à Dragon comment servir des boissons, mais Dragon s'effondre et Nathalie lui dit que Dragon n'est pas fait pour ce genre de travail. Rirui l'informe que Hajime envisage de manger du dragon s'il ne vaut rien, mais Nathalie dit qu'il ne le ferait pas car contrairement à avant, il est maintenant une véritable aventure. Cependant, Hajime fait un rire diabolique, ce qui l'effraie tellement qu'elle rejoint Rirui pour encourager Dragon à faire le bon travail de femme de chambre. Après avoir joué un peu, Hajime dit à Rirui qu'il est temps de travailler et qu'il est chargé de patrouiller le périmètre du village ce jour-là. Alors que Rirui regarde Dragon, elle se souvient de tous ses échecs et lui dit d'apprendre à travailler en suivant l'exemple de Rirui, et Nathalie propose de l'aider. Cependant, Dragon laisse tomber du pudding chaud de son four, ce qui amène Rirui à se plaindre du fait qu'il ne prend pas sa vie au sérieux. Pendant ce temps, Hajime entre dans la forêt et voit tout un groupe d'oiseaux de la même espèce que le dragon. Il tombe alors sur des crottes dans la forêt, et en les inspectant, il se rend compte qu'il s'agit d'un lapin-ours. Il décide donc de le traquer. Au bar, Nathalie apprend à Dragon à plier des draps, et il réussit le premier pas, ce qui fait que les filles le félicitent. Cependant, il marche ensuite partout sur les draps blancs, laissant des taches, alors Nathalie décide de les laver à nouveau. Pendant ce temps, Hajime rencontre Olive au hall de la guilde et lui raconte qu'il n'a pas pu retrouver un lapin ours dans la forêt. Olive dit qu'ils doivent résoudre le problème immédiatement, car les lapins se reproduisent rapidement et attaquent les gens. Et la raison pour laquelle les ours se rassemblent ici est qu'ils n'ont pas grand chose à manger dans les montagnes à cause de l'hiver. Elle demande alors à Hajime si la guilde peut officiellement l'embaucher pour retrouver et exterminer l'ours lapin, ce qui le surprend. Le lendemain, Hajime est assis au bar avec Rirui et Nathalie se met à tousser. Alors le patron du bar lui dit de prendre le reste de la journée. Elle commence à se sentir triste parce qu'elle a beaucoup de travail à accomplir, mais Rirui propose de s'en occuper avec Dragon. Cependant, elle refuse leur offre car elle estime que c'est sa responsabilité. Alors Hajime la soulève du sol tout en lui criant dessus, ce qui la fait surdoser son énergie Sigma. Pendant les prochaines heures, Rirui s'occupe de toutes les tâches du bar. Et à l'heure du déjeuner, elle demande au chef du bar la permission de la donner elle-même à Nathalie. Pendant ce temps, Nathalie est sur le lit et pleure auprès de sa défunte mère à quel point elle se sent seule, mais Rirui l'interrompt et s'excuse de ne pas être sa mère. Nathalie la remercie pour son aide et lui dit qu'elle veut pouvoir travailler tous les jours parce qu'elle adore offrir aux aventuriers une expérience agréable après avoir passé leur journée sur le champ de bataille. Après une autre chasse au lapin et à l'ours infructueuse, Hajime s'allonge sur le lit et explique à Rirui qu'il a du mal à suivre l'ours parce qu'il est habitué à explorer les donjons, pas la nature. Le lendemain, Rirui lui propose de le suivre dans sa chasse à l'ours avec Dragon, alors il lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin. Peu de temps après, ils arrivent dans la forêt et commencent leur recherche, mais Dragon commence soudainement à s'enfuir. Lorsqu'ils le suivent, ils le voient parler à d'autres oiseaux de son espèce. À ce moment-là, l'un des grands oiseaux émet un son que les autres oiseaux font écho, et Dragon réussit à les conduire à l'étang où il trouve l'ours lapin. Rirui essaie de l'attaquer, mais perd son sang-froid dans les airs. Alors Hajime le détruit avec ses mouvements d'épée brutaux et complimente le dragon pour sa capacité à collecter des informations. Plus tard, à la guilde, une dame nommée Tanya se présente et informe Veronica que sa boutique, Succubus Wings, a fait faillite. Quelques heures plus tard, Hajime et Rirui montent en calèche avec Veronica et Veronica se souvient que Tanya lui avait dit que le bâtiment de sa boutique s'était littéralement effondré. À l'époque, Hajime a immédiatement commencé à rire après avoir entendu cette nouvelle, mais Veronica a soudainement commencé à pleurer sur lui en se plaignant de la façon dont elle avait finalement trouvé un logement après avoir vécu dans les bidonvilles sans rien. Hajime essaya de la consoler. Elle lui a donc demandé de la rejoindre pour retourner en ville et lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui payer grand chose car elle avait besoin d'argent pour reconstruire. Même s'il sait qu'elle le flatte, Hajime a accepté. Et cela a rendu Veronica si heureuse qu'elle l'a serrée dans ses bras. Cependant, tout cela faisait partie du plan sournois de Veronica. Et elle a rencontré Tanya pour lui demander si ses filles allaient bien. Tanya a confirmé qu'il l'était, alors Veronica a déclaré qu'elle montrerait l'enfer à la personne derrière tout ça. De retour dans le présent, ils arrivent à la porte de la ville et Hajime voit des garçons des bidonvilles courir partout, ce qui lui rappelle son bon vieux temps.
Peu de temps après, ils arrivent au bâtiment délabré de Veronica et Veronica se met immédiatement à pleurer face à cette tragédie. À ce moment-là, une fille chat nommée Mirabel se présente pour leur dire de faire la queue, mais elle voit que sa patronne, Veronica, est parmi eux. Lorsque Veronica demande pourquoi elle travaille à temps partiel, Mirabel répond qu'elle travaille à temps partiel et commence à expliquer la situation avant d'être interrompue par l'arrivée d'un méchant que Veronica appelle Jesse Freckles. Jesse lui dit immédiatement d'arrêter de l'appeler Freckles et commence à se moquer de son magasin endommagé. Alors Veronica menace de la frapper si c'est elle qui est derrière. Cependant, Jesse se cache derrière son ami tigre et explique que ce n'était pas elle et que la destruction a été causée par un dragon de brume qui s'est posé dessus. Mirabel confirme qu'elle dit la vérité et informe Veronica que la guilde a également déclaré qu'un dragon des brumes avait tenté de faire une sieste au sommet de leur bâtiment la nuit précédente, entraînant l'effondrement du bâtiment. En entendant cela, Veronica commence à paniquer parce que la police dragon était la seule option qu'elle n'a pas prise lorsqu'elle a souscrit une assurance monstre. Mais Jessie dit qu'elle devrait être reconnaissante car elle s'occupe des filles de Veronica qui n'ont nulle part où aller. Hajime dit à Veronica qu'elle a de la chance et Rirui prétend que Jessie est une gentille dame. Mais Veronica leur dit qu'elle ne fait pas ça par bonté de cœur. Comme sur des roulettes, Jessie révèle ses véritables intentions en disant qu'elle veut que Veronica libère Richard de l'esclavage en échange qu'elle prenne soin de ses filles. C'est à ce moment-là que tout le monde se souvient que Richard existe, alors Veronica l'appelle comme un chien des rues et lui donne une collation Scooby en le frappant au visage. Alors que Veronica utilise son visage comme un punching ball, Jessie se plaint qu'elle devrait arrêter de le traiter de cette façon, mais Veronica utilise son dos comme chaise tout en évoquant le fait que Jessie est amoureux de lui. L'expression du visage de Jessie le confirme presque. Veronica dit donc qu'elle considérera son offre si elle lui fait payer la totalité du coût de la reconstruction. Cependant, Jessie a demandé à régler les choses avec elle dans un concours de raid de donjon où si Veronica gagne, elle fournirait la moitié des frais de reconstruction. Mais si elle perd, Richard doit être libéré pour devenir son esclave amoureuse et Veronica accepte cette proposition. Pendant le dîner ce soir-là, Tani rappelle à Veronica que son adversaire a l'habitude d'acheter toutes les cartes des donjons à l'avance et qu'elle organise également un groupe de tigres nommé Toraverse qui sont des experts en raid dans les donjons. Hajime admet que Jessie a le dessus, alors Veronica commence à paniquer. Mais Richard déclare qu'il commencera à agir sérieusement dès le lendemain, afin de protéger leur précieuse relation. Pourtant, le côté de ce crétin blond enchaîné à chien fait accepter à tout le monde qu'il est cuit. Le lendemain, les deux équipes se réunissent pour leur concours et Veronica donne immédiatement à Richard un autre méné pour le motiver pour le concours. La première charge de gérer le concours les informe qu'il s'agit d'une bataille en équipe à 5 contre 5 et que l'équipe qui battra le boss de l'étage intermédiaire appelé le monstre de la résurrection sera déclarée gagnante. Lorsque le concours commence, le peuple tigre se précipite immédiatement et active sans le savoir un piège qui envoie une bûche directement vers Jessie. Cependant, Richard utilise son corps comme bouclier humain pour protéger Jessie, mais finit par en profiter comme le masochiste dégoûtant qu'il est. Jessie commence à minauder pour lui, mais Veronica gâche leur moment en le piétinant tout en le réprimandant pour avoir nourri son masochisme au milieu de la bataille, et il finit par apprécier également ses coups. Alors que les deux dames se battent, Rirui s'enfonce plus profondément dans le donjon, mais Hajime lui dit qu'elles sont dans une impasse. Cependant, Dragon grimpe soudainement sur la main de la statue devant eux et leur ouvre un passage caché. Après avoir suivi le passage, ils atteignent une pièce qui abrite un coffre au trésor. Mais lorsqu'ils l'ouvrent, ils ne trouvent qu'un cosplay d'Harry Potter de mauvaise qualité. Hajime dit à Rirui de l'essayer, mais quand elle le fait, elle remarque qu'il fait 2 fois sa taille. Soudain, la robe change de forme pour lui aller parfaitement, et Hajime explique que les équipements trouvés dans le donjon changent de taille pour s'adapter à celui qui les trouve en premier. Rirui ne perd pas de temps et commence à faire des poses de Jojo dans son nouvel équipement et elle dit à Hajime de se précipiter avec elle. Ils arrivent bientôt dans une pièce où ils voient le peuple tigre combattre le boss monstre et Rirui tente de se joindre à leur combat. Mais Hajime l'arrête et lui dit d'utiliser sa magie à distance puisqu'elle n'a aucune chance contre elle dans un combat normal. Rirui se plaint que son attaque magique n'est qu'une douche, mais Hajime lui dit d'essayer puisque son niveau s'est amélioré. En entendant cela, elle rassemble du mana et active un puissant sorzo qui entraîne le monstre dans le mur voisin et l'assomme. Les tigres commencent à la glacer, la qualifiant de mise à niveau de l'avatar Korra jusqu'à l'arrivée des deux patronnes. Lorsqu'ils voient que le monstre est mort, ils supposent que c'est le groupe des tigres qui l'a tué. Mais Hajime les informe que c'était Rirui et Veronica célèbrent sa victoire avec elle. Peu de temps après, Hajime passe des moments inoubliables avec plusieurs méchants, ce qui agace Rirui. Elle l'entraîne donc pour acheter quelques souvenirs avec lui tout en lui rappelant qu'ils partent bientôt. Alors qu'il marche dans la rue, Rirui rappelle à Hajime qu'Olive lui a demandé de lui acheter un parfum spécial. Après l'avoir acheté, Hajime retourne dans les bidonvilles dans lesquels il a grandi pour retrouver un vieil ami. Sur le chemin, des clochards effrayants commencent à regarder le dragon comme une collation. Alors Rirui leur dit qu'il est son animal de compagnie.
Quelques minutes plus tard, il retrouve le vieil ami de Hajime, Pomme, et Hajime parle du bon vieux temps avec lui. Soudain, un garçon arrache le dragon à Rirui, alors elle lui lance un sort d'eau, alertant un seigneur voyou nommé Loten. Alors que les hommes de Loten tentent d'effrayer Hajime, il les assomme nonchalamment et avance. Après avoir rendu hommage au sanctuaire, Hajime et Rirui rejoignent les autres garçons des bidonvilles pour chasser les rats. Le lendemain, Hajime et Rirui retournent à l'auberge et Rirui donne à Nathalie une étrange sculpture du monstre poisson qu'elle a vaincu dans le donjon, ce qui la confond. Cependant, un homme poulet identifie l'œuvre d'art comme étant un marcheur Shachihiko et explique qu'il est un érudit. Lorsque Rirui mentionne qu'elle l'a vaincu, l'homme poulet est impressionné et il leur demande s'ils sont des aventuriers talentueux. Une fois que Rirui confirme qu'ils le sont, l'homme poulet leur demande de l'accompagner dans le donjon en tant qu'escorte lors d'une mission de collecte de données. Quelques heures plus tard, le duo arrive au donjon et l'homme poulet les remercie de l'avoir accompagné. Hajime pose des questions sur la fille avec qui il est, alors il explique qu'elle a insisté pour le suivre même s'il l'a prévenu de rester en retrait. Rirui prévient la fille que les donjons sont dangereux pour les personnes de son âge, mais elle rappelle avec colère à Rirui qu'elle est aussi une enfant chibi, et explique qu'elle est là pour s'assurer que le travail s'en est fait parce que son père peut parfois être trop paresseux. L'homme au poulet essaie de faire cuire sa fille, Kako, mais elle continue de se disputer avec Rirui. Alors qu'ils entrent dans le donjon, Rirui prie pour que Kako tombe dans un piège. Mais quand elle remarque que Kako est sur le point de marcher dessus, elle lui répond et l'avertit de surveiller ses pas. Cependant, Kuko révèle qu'elle était déjà au courant du piège car elle porte des lunettes de détection de pièges qui révèlent tout sur les niveaux les moins dangereux du donjon et dit à Rirui de garder son inquiétude pour elle-même. Ils arrivent nerveux à un endroit où ils voient un monstre sanglier devant eux et alors que Chickenhead note ses observations, Hajime est surpris de prendre des notes sur des monstres communs. Rirui demande à Chickenhead pourquoi il ne se contente pas d'interroger Olive sur les monstres au lieu de se mettre en danger. Il explique donc qu'il y a encore tellement de choses qu'ils ignorent sur les donjons. Il y a des cas où les monstres qui apparaissent changent soudainement ou prennent une taille différente, et ces changements causent des problèmes aux aventuriers. Cependant, ils peuvent parfois anticiper ces changements. Il demande ensuite si elle a vu un slime frémir dans le coin d'une pièce, et Rirui répond que non. Il lui dit donc de revenir le lendemain au lieu de tuer quand elle le fera, car cela se serait transformé en pierre précieuse. Cela rend Rirui heureuse, car elle a réalisé qu'elle pouvait désormais devenir le chibi Elon Musk. Et Chickenhead explique qu'une observation périodique est nécessaire pour connaître de tels changements. Kako commence alors à la troller, la traitant d'aventurière stupide pour ne pas savoir quelque chose d'aussi basique. Mais Rirui lui crache dessus et prétend que sa langue a glissé. Alors que Kako la menace, Hajime les frappe tous les deux à la tête et leur dit d'arrêter de se chamailler dans le donjon. Au cours des heures suivantes, ils se déplacent tous les quatre dans différentes parties des donjons et prennent note de tous les monstres étranges qu'ils voient jusqu'à ce qu'Hajime suggère de faire une pause. Pendant leur pause, Rirui voit que Kako dessine des monstres et elle est impressionnée par le fait que la poulette est aussi talentueuse qu'Oda. Pendant ce temps, Hajime demande à Chickenhead depuis combien de temps il travaille dans ce secteur et il explique qu'il aide normalement à l'agriculture. Mais il ne poursuit ses intérêts universitaires que lorsqu'il a suffisamment économisé. Il affirme que les données pourraient faciliter la vie de sa famille si elles s'avèrent utiles et, espérons-le, compenser les ennuis qu'il a causés à sa femme et à sa fille. Lorsque Hajime demande à jeter un œil à son travail, il tend volontiers le livre à Hajime, affirmant que ce sont les aventuriers qu'il espère tirer le meilleur parti de son travail. Après le raid, Hajime retourne au hall de la guilde et dit à Olive que les données contenues dans la note de Chickenman seront très utiles à la guilde et aux autres aventuriers. Cependant, Olive évoque le temps qu'il a passé à Yanago et lui remet toutes les demandes qu'il a reçues pendant cette période tout en le remerciant pour le parfum qu'il lui a donné, alors il promet de les faire en un rien de temps. Pendant ce temps, Kako dit à Nathalie de lui préparer un bon repas afin qu'elle puisse l'apporter à son père. Et Nathalie prétend que son père est formidable en tant qu'érudit. Cependant, certains crackheads du bar les interrompent, traitant son père d'écervelé pour avoir pensé qu'il peut être un érudit alors qu'il ressemble au plus grand rival de Peter Griffin. Alors qu'il se moque de son père, Kako court soudainement à l'étage, enragé par le fait qu'il traite son père de stupide alors qu'ils sont les plus stupides. À ce moment-là, Hajime et Rirui passent, et Rirui se plaint à quel point il déteste Kako pour se moquer d'elle. Mais au cours de son discours, elle mentionne que le père de Kako est cool et intelligent, ce qui rend Kako heureux. Plus tard, Hajime et Rirui prennent un brunch lorsque Chickenman revient et y informe Hajime que le commis de la guilde a acheté toutes ses recherches et qu'elle a même accepté d'acheter davantage de ses notes à l'avenir. Il remercie Hajime d'avoir rendu cela possible et Kuko demande à Rirui d'être ami avec elle pendant qu'ils sont au village, mais Rirui lui fait soudainement un visage méchant. Quelques jours plus tard, Rirui supplie Hajime de ne pas la laisser derrière lui, mais il explique qu'il est occupé ce jour-là. Anya essaie également de lui expliquer, mais elle insiste sur le fait qu'ils lui seront utiles, et continue de le supplier, jusqu'à ce qu'elle la distrait en utilisant une simulation de base pour enfin s'échapper. Rirui essaie de courir après lui, mais Anya l'arrête et Olive arrive soudainement pour demander leur aide. Rirui promet donc de faire de son mieux. Comme les fans de Jujutsu
Kaisen, Rirui ne sait pas lire, elle a donc du mal à comprendre les mots sur une feuille de quête. Mais Anya le lit parfaitement, l'informant que la quête consiste essentiellement à collecter des minerais. Olive est surprise que Anya sache lire et elle lui dit de s'occuper de la publication des offres d'emploi. Lorsque Rirui demande ce qu'elle peut faire, Olive l'envoie nettoyer les sols, ce qui rend Anya triste, mais elle promet quand même de faire de son mieux. Au cours des prochaines heures, Rirui fait le ménage tout en regardant Anya être personnellement encadrée par Olive. Elle essaie de porter une caisse, mais ses bras lui font défaut. Et quand elle voit Anya soulever facilement 3 caisses à la fois, elle s'enflamme et réessaye, pour finir par tomber avec la caisse sur elle. Alors qu'Anya la surveille, elle commence à se plaindre à quel point elle est inutile puisqu'elle ne peut rien faire de bien. Et cela fait aussi pleurer Anya jusqu'à ce qu'Olive arrive. Après avoir tout expliqué à Olive, elle dit à Rirui qu'elle est impressionnée par la façon dont elle a bien géré la tâche de nettoyage, car c'est une tâche très importante, même si elle est ennuyeuse. Ce soir-là, Hajime retourne à la salle de guilde, et il est surpris de voir Rirui faire une sieste dans un coin. Alors Olive explique qu'elle l'a aidé dans ses tâches. Le lendemain matin, Hajime inscrit Rirui dans une école et Kako est fâché qu'elle soit là. Cependant, l'enseignant charge Kako d'enseigner personnellement à Rirui comment lire et écrire. Après la leçon, Rirui rejoint les autres filles pour jouer pendant que Hajime attrape des insectes dans la forêt avec une tête de poulet. Lorsqu'il voit un Kakuso jouer avec les autres, son père est heureux qu'elle se fonde enfin dans la masse. Quelques jours plus tard, Hajime et Rirui font une sieste paisible dans leur chambre lorsque tout le bâtiment se met soudain à trembler. Et le vendeur de poulet, Cole, dans sa chambre, dit que cela s'est produit assez souvent récemment. Ce soir-là, Rirui rentre chez elle et elle se vante de la façon dont elle a éliminé un grand nombre de slimes comme Jinwoo. Ils rencontrent bientôt une vieille dame qui les remercie pour tout le travail acharné qu'ils font pour la ville avant de remettre à Rirui un bonbon en cadeau. Elle leur dit qu'elle compte sur eux pour surveiller le village et s'en va. Après son départ, des voyous se présentent pour les affronter et Hajime les renverse immédiatement. Alors qu'il est au sol, l'un des voyous demande à Hajime pourquoi il a fait cela. Mais il voit l'aura terrifiante irradier de son corps, le poussant à demander grâce. L'homme explique qu'ils ne sont pas des ennemis du village, mais plutôt le gardien du village, venu lui rappeler de ne pas se comporter comme le surhomme de la ville, puisque c'est leur travail de protéger le village. Mais Hajime les considère toujours comme des faibles, qu'il peut facilement briser comme des brindilles. Soudain, Nathalie arrive et salue le chef de car, Jan, ce qui le fait rougir comme une princesse Disney. Hajime l'accuse sans détour d'être amoureux de Nathalie. Et alors que Jan essaie de se défendre, Hajime l'ignore et souligne que la raison pour laquelle Jan s'est battu avec lui est qu'il n'est pas à l'aise de rester à l'auberge de Nathalie. Lorsqu'il demande à Nathalie ce qu'elle pense, elle affirme que Jan n'est qu'un bon ami et Bro se transforme immédiatement en pierre tandis qu'Hajime se moque de lui. Cela le déclenche tellement qu'il balance son épée sur Hajime. Mais Hajime esquive et lui donne un coup de pied au visage tout en le réprimandant pour avoir fait quelque chose de dangereux. Jan lui dit avec colère qu'il ne l'acceptera jamais dans leur village, mais ses deux collègues l'entraînent et lui rappellent qu'il n'a aucune chance. Après leur départ, Nathalie demande à Hajime ce qui s'est passé entre lui et Jan et il explique que ce n'est qu'un tas de plaisanteries sur le fait qu'il protège le village. Elle explique donc que Jan aime profondément la ville. Cette nuit-là, Rirui demande à Hajime ce que Jan voulait dire lorsqu'il a dit qu'il ne faisait pas partie du village. Il explique donc qu'il n'est pas en ville depuis très longtemps, bien qu'il soit l'aventurier résident. Rirui évoque ensuite le fait que Nathalie, l'aubergiste et Olive sont très gentilles, et Hajime est d'accord qu'ils le sont et explique qu'ils l'acceptaient plutôt parce que leur travail les obligeait à communiquer constamment avec des étrangers. Cependant, Hajime affirme qu'il lui faudra encore un certain temps avant d'être véritablement reconnu comme faisant partie du village. Rirui lui conseille donc de ne pas commencer les combats comme il l'a fait plus tôt. Quelques heures plus tard, Hajime dort avec Rirui allongé sur lui, mais il se réveille lorsque le bâtiment recommence à gronder. Lors d'une réunion des aventuriers de la ville, Olive les informe qu'une bête magique de niveau Thanos appelée Spikesaurus a été repérée sur le mont Kunimi. Et cela les inquiète car Kunimi est très proche de leur village. Lorsqu'ils demandent comment il est arrivé là, Olive suppose qu'il est tombé sur une baleine errante et qu'il a été transporté là-bas sur sa volaille. Senku révèle que les Spikesaurus se trouvent généralement dans la région de Koxi et que ce sont des bêtes magiques très agressives couvertes de pointes dures. Il devine que le monstre combat probablement d'autres créatures du mont Kunimi pour le territoire, et Olive prétend que c'est la cause de tous les tremblements de terre qu'ils ont subis. Lorsque la vieille dame demande qui peut affronter la bête, Olive répond que ce genre de menace nécessiterait une équipe entière d'aventuriers de rang argent. Alors la vieille dame demande à Hajime s'il va s'en occuper, puisqu'il est d'un rang supérieur à l'argent. Hajime pense que c'est une tâche effrayante, car il n'a jamais été confronté à une source de pointe auparavant, et il faudrait une armée d'aventuriers de rang argent pour y parvenir. Jeanne commence à se moquer de lui, affirmant qu'il est un plus gros imposteur que Yuta, mais son père le frappe et lui dit de se taire quand les adultes parlent. Lorsque la vieille dame demande combien coûterait la mission, Olive répond qu'il serait capable de la gérer car les 8 villages retirent leurs fonds et qu'ils n'auront pas à payer autant si Hajime les rejoint.
Il accepte donc finalement de rejoindre la mission. Le lendemain, Hajime est en route vers le donjon pour affronter des slimes en vue de son combat contre Spikesaurus lorsque la mère de Jan s'approche de lui et lui demande s'il a vu son fils. Peu de temps après, la vieille dame Jane annonce à Hajime que Jan et ses deux partenaires, Donato et Elisa, ont tous disparu. À ce moment-là, Olive arrive et les informe que les 3 gardiens ont été repérés sur un chemin menant au mont Kunimi. En entendant cela, le père de Jan devient furieux et demande à y aller personnellement pour qu'il puisse donner une leçon à son fils, mais Hajime demande à y aller à la place. Cependant, le père de Jan, John, refuse et dit qu'il ne peut pas risquer que Hajime soit blessé à cause des 3 idiots parce qu'il est l'aventurier résident de la ville. Mais Jane se cogne la tête et supplie Hajime de s'en occuper, alors il accepte finalement. Soudain, Nathalie arrive et commence à paniquer pour les gardiens, mais Hajime lui tapote la tête et lui promet qu'il les ramènera en un seul morceau. Alors qu'Hajime se prépare à partir, John s'excuse pour l'imprudence de son fils et promet de lui donner une leçon à son retour. Hajime remarque qu'Olive lui lance un regard effrayant, l'avertissant qu'il n'est pas prudent de transporter Rirui pour cette mission. Alors, il dit à Rirui qu'il ne la protégera pas cette fois puisqu'elle a demandé à le suivre et cela la rend encore plus excitée. Pendant ce temps, Jeanne et son équipe de perdants se promènent dans la forêt et racontent que Nathalie suppliera de manger sa glace lorsqu'il tuera le Spikesaurus. À ce moment-là, le Spikesaurus saute hors des buissons et les attaque. Alors qu'ils réfléchissent à un moyen d'y faire face, la bête frappe sa queue vers Donato. Mais Jeanne le pousse à l'écart et est envoyé voler dans un arbre. Cependant, il se relève pour y faire face à nouveau. Mais lorsque le Spikesaurus attaque, Hajime arrive et le fait tomber avec un marteau. Après que les autres se soient cachés, Hajime charge et donne un coup de marteau sur le monstre à pointe roulante, mais le Spikesaurus le projette contre un gros rocher. Alors il lance le rocher sur la bête, il se charge à nouveau. Mais cette fois, Hajime bouge comme Thor, frappant un coup de marteau brutal après l'autre, jusqu'à ce qu'il assomme finalement la bête. Cependant, la zone recommence à trembler et Hajime tente de sauver Rirui. Mais un monstre géant surgit du sol et lui mange la main. Alors que son bras répand des seaux de sang, Hajime active sa capacité nommée les dieux de la guerre coulent en pourpre et donne un coup de poing brutal qui décapite ce serpent titan. Alors que tout le monde le surveille, Rirui se sent coupable d'être à l'origine du bras coupé de Hajime. Rirui se met à pleurer et Hajime essaie de la réconforter, mais la douleur de son bras blessé l'en empêche, alors il dit à tout le monde de rentrer avec lui. Alors qu'ils retournent au village, tous ceux qui attendent à la porte sont surpris par le fait que Hajime ressemble maintenant à un Shanks à petit budget. École suggère de l'emmener immédiatement chez le médecin de la ville. Peu de temps après, Hajime se réveille sur un lit d'hôpital et accepte le fait que sa main de secours a désormais disparu. Son estomac se met à grogner, alors il décide de trouver quelque chose à manger. Pendant ce temps, Olive rapporte l'affaire à son supérieur et la dame lui rappelle avec colère que les aventuriers en argent pur comme Hajime sont une ressource précieuse pour leur culpabilité. Ce sont eux qui assument l'essentiel des responsabilités, notamment lorsqu'il s'agit de couvrir les zones rurales. Et la raison pour laquelle la guilde prend grand soin de les distribuer est de s'assurer qu'ils seront disponibles le plus longtemps possible. La dame demande alors à Olive de restaurer ses atouts de combat le plus rapidement possible avant de mettre fin à la transmission. Ensuite, Olive retourne au rôle de la guilde et voit Hajime se régaler de la nourriture qu'elle a emballée, mais la culpabilité de ses bras coupés la submerge soudainement. Elle s'excuse donc de ne pas avoir découvert plus tôt qu'il y avait 2 créatures quasi calamiques dans la montagne. Cependant, Hajime lui dit de relever la tête et donne 5 pressions rapides à ses petites usines de lait, avant de lui dire que son bras droit fonctionne très bien. Alors qu'Olive bouillonne de rage, il lui rappelle de manière ludique qu'il est blessé, mais elle se calme soudainement et lui donne le feu vert pour la sentir encore plus. Cependant, l'idiot prétend que les siennes sont trop petites, alors elle le frappe au visage et lui dit de continuer à se reposer au 2e étage pour le reste de la journée. Alors que Hajime se repose dans sa chambre, tous les habitants de la ville viennent un par un pour le surveiller, y compris John, qui a littéralement traîné Jan là-bas après lui avoir réinitialisé les paramètres d'usine. Même avec tous ses vœux de bonheur, Hajime se sent toujours bizarre parce que Rirui n'est pas du tout venu le voir. À ce moment-là, Anya arrive et demande s'il va bien. Il lui explique donc que la blessure a été soignée grâce à la magie de guérison, mais qu'il a encore besoin de se reposer pour la journée car il manque de sang. Cependant, leur conversation est interrompue lorsque le chef des nains arrive et remercie Hajime d'avoir aidé certains de ses jeunes. Mais Hajime dit que ce n'est pas grave. Le vieil homme essaie de s'asseoir sur la chaise, mais celle-ci se brise instantanément. Il l'ignore et dit à Hajime que la raison pour laquelle il est là est de discuter de la fabrication d'une prothèse pour le bras sectionné de Hajime parce qu'il est le Tony Stark du royaume nain qui a déjà fabriqué plusieurs membres artificiels. Anya commence à motiver Hajime à accepter son offre et le frère technique nain révèle que la guilde prendra en charge le coût. Hajime accepte donc immédiatement l'offre. Après son départ, Anya demande à Hajime s'il a besoin de quelque chose, mais il dit qu'il va bien pour le moment. Il aperçoit alors Rirui qui l'observe alors qu'il se cache derrière un arbre. Mais quand Anya lui fait signe, elle s'enfuit soudainement. Cela agace Hajime parce qu'il pense qu'elle est ingrate d'avoir perdu son bras pour la protéger. Mais Anya explique qu'elle se sent coupable de ne pas pouvoir poursuivre sa carrière d'aventurier. En entendant cela, il demande à Anya de le rejoindre pour rencontrer Rirui.
Quelques heures plus tard, Hajime transporte Rirui à travers les champs d'herbe et elle le supplie de retourner se reposer. Mais il arrive bientôt à un arbre géant et les informe que la tâche de ce jour-là est de récolter les fruits de Yogul qui se trouvent en hauteur dans l'arbre. Rirui prétend que Hajime ne peut plus grimper à cause de son bras coupé, mais il lui prouve le contraire en grimpant dans l'arbre avec un bras jusqu'à ce qu'un oiseau commence à le picorer. Il repousse l'oiseau, mais perd immédiatement l'équilibre et tombe au sol, ce qui fait paniquer les filles pour lui. Peu de temps après, Hajime et les filles réussissent à grimper au sommet de l'arbre à l'aide de cordes, mais Rirui se met à pleurer, affirmant que c'est de sa faute s'il ne peut plus grimper correctement à un arbre. Hajime admet que c'était le cas, mais dit qu'il est content qu'elle aille bien, et cela la rend si heureuse qu'elle se met à pleurer. Elle déclare alors qu'elle deviendra si forte qu'elle remplacera son bras gauche et prendra soin de lui. Anya se joint à nous en promettant de connaître un tel succès qu'elle donnera une allocation à Hajime. Et Hajime dit qu'il les attendra. Quelques jours plus tard, Hajime est assis au bar avec Rirui, priant pour que son bras soit bientôt guéri afin qu'il puisse gérer tout le travail qui l'attend. Mais Veronica arrive soudainement avec Richad et lui dit d'attendre l'arrivée de sa prothèse de bras. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle est en ville, elle répond qu'elle s'est précipitée là-bas après avoir appris que son cher ami avait perdu une de ses mains et lui assure qu'elle assumera tous les travaux de la guilde jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau travailler. Alors qu'elle s'assoit sur le dos de Richad, elle lui conseille d'y aller doucement car les choses se passent toujours mal pour les aventuriers qui se précipitent au travail après s'être blessés. Quand Hajime demande si elle peut gérer les choses, Veronica dit qu'elle ne se surmènera pas parce que Richad est en fait une médaille d'argent la mieux classée et cette nouvelle choque tout le monde dans la salle. Quelques heures plus tard, le chef nain installe la prothèse de bras de Hajime et il est impressionné par le fait qu'elle bouge parfaitement, mais il est triste de ne rien ressentir. Cependant, le vieux idiot dit qu'il peut améliorer les choses que son ancien bras ne pouvait pas faire et commence à japper sur la façon dont il deviendra le prochain soldat de l'hiver. Ensuite, Ajume rencontre les filles et Anya l'informe qu'elle fabrique une chaise qui peut supporter le poids de son chef puisqu'il est son mentor. Il repère des anciens qui ont du mal à effectuer des travaux agricoles, alors Rirui propose de prendre en charge la tâche en leur nom. Cependant, lorsqu'ils arrachent l'une des plantes, elle commence à s'enfuir, alors Anya l'assomme. Le lendemain, le chef nain ajoute un gant de cuir au bras prothétique de Hajime pour lui donner un aspect plus avancé. Et Hajime loue ses compétences, mais active accidentellement un interrupteur sur le bras qui fait exploser la pièce. Peu de temps après, il arrive à la guilde et Nathalie l'informe que les habitants de la ville sont impressionnés par le niveau de maîtrise de l'épée et de magie dont Richad a fait preuve. Hajime commence alors à faire pression sur Richad pour qu'il enlève son équipement. Alors Veronica lui donne un coup de pied dans les bijoux de famille et le gronde parce qu'il est un monstre. Le lendemain matin, Hajime et les filles retrouvent Veronica et partent en mission. Sur le chemin, Rirui commence à s'inquiéter pour Hajime, alors il utilise ses nouveaux mouvements prothétiques pour la calmer. Soudain, un ours les attaque, mais Veronica donne un coup de pied rapide qui effraie le monstre et commence à attaquer Hajime pour avoir vu ses complots. Alors que les filles avancent, un monstre loup apparaît et tente de les attaquer, mais Richot détruit le loup avec des tirs de flèches. Au cours de ses premières années, Veronica mangeait dans une benne à ordures, et elle a soudainement repéré une fille aux longs et magnifiques cheveux blonds, ce qui la fascinait. De retour dans le présent, Veronica est assise au bar tandis qu'un royal surdimensionné, qui ressemble au mec sur la canette Pringles, la traite de déesse. Elle le traite de porc, mais il continue de la glacer comme un idiot pathétique. Et quand Hajime demande qui il est, Taihya révèle qu'il est le maire de Yanako. Quand Hajime demande pourquoi il est là, Taihya explique qu'il est l'un des fidèles simps de Veronica qui a utilisé ses vacances pour venir dans leur ville parce qu'il voulait désespérément la voir. Le maire demande alors à Veronica pourquoi elle travaille au noir en tant qu'aventurière alors qu'elle est la reine de la nuit. Et il promet de lui donner suffisamment d'argent pour acheter un manoir si c'est ce qu'elle veut. Cependant, Veronica dit qu'elle ne recherche pas l'argent, mais qu'elle joue plutôt le rôle d'une aventurière afin de mieux connaître leur style de vie, puisque la plupart de ses clients sont des aventuriers. En entendant cela, le maire commence à la traiter de déesse et prétend que sa gentillesse suffit à faire fondre son cœur. Après le départ du stupide maire, Tanya dit à Veronica qu'elle devrait trouver un logement, mais lui assure que tout le monde au magasin est reconnaissant pour toute l'aide qu'elle leur a apportée. Plus tard, au bar, Rirui admire un tas de cadeaux coûteux que le maire a laissé à Veronica, et elle rencontre Veronica pour lui demander comment faire manger aux hommes dans sa main comme elle le fait. Veronica dit qu'elle en sera capable lorsqu'elle deviendra une méchante d'élite comme elle. Alors Rirui déclare qu'elle sera encore plus belle qu'elle. Elle recommande ensuite à Rirui de laisser pousser ses cheveux comme les siens car ses cheveux sont trop beaux pour être laissés courts. Mais Rirui dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle a besoin de pouvoir se déplacer librement en tant qu'aventurière. Hajime ajoute qu'un aventurier ne peut pas perdre de temps à s'inquiéter pour ses cheveux. Mais Veronica dit qu'il est tout simplement trop paresseux pour faire quoi que ce soit avec ses propres cheveux. Et lorsqu'elle remarque la longueur de ses cheveux, elle lui demande de la suivre pour se faire couper les
cheveux. Peu de temps après, Veronica a un frère qui occupe un poste de barbier et lui demande quelle coiffure il aimerait. Mais avant même qu'il ne réponde, elle lui coupe une partie des cheveux. Il s'effondre, mais elle rit et dit qu'elle ne fait que jouer parce qu'elle sait qu'il veut l'habituel. Rirui demande de l'aider avec la coupe de cheveux, mais Hajime lui dit immédiatement de rester à l'écart. Tout en lui coupant les cheveux, Veronica dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Hajime atteigne le rang argent, et il lui rend l'appareil en l'appelant la reine de la nuit tout en disant la même chose. Cela lui rappelle l'époque où ils étaient encore des chiens de bidonville et elle lui coupait aussi les cheveux à l'époque. À l'époque, lors d'une séance de coupe de cheveux, elle avait déclaré qu'elle deviendrait la reine des chevaliers et Hajime a déclaré qu'il deviendrait un chevalier plus fort que Kratos. De retour dans le présent, Hajime se dit impressionné qu'elle ait fait du maire son esclave amoureux et commence à se moquer d'elle. Alors, elle le poignarde à la tête avec ses ciseaux. Lorsqu'elle a fini de se couper les cheveux, elle remarque que Hajime dort déjà. Elle demande donc à Rirui de la rejoindre pour une promenade. Cependant, Rirui dit qu'elle veut rester en arrière et attendre Hajime. Mais aussitôt, Veronica s'en va. Elle commence à couper les cheveux de Hajime comme elle l'aime. Alors que Veronica se promène dans la ville, elle se souvient que Tanya lui a dit que tous ceux qu'elle a sauvés dans le village l'apprécient, mais elle décide de retourner à Yenigo, affirmant que ses cheveux sont trop longs pour s'aventurer. Sur le chemin du retour, elle croise des hommes en difficulté. Et quand elle demande ce qui ne va pas, ils lui répondent qu'une araignée est dans leur cabane. Elle leur assure donc qu'elle s'en chargera pour eux. Cependant, lorsqu'elle s'approche de la cabane, une gigantesque araignée fait irruption par la porte et la domine. Pendant ce temps, Olive court à l'auberge pour trouver Hajime, et Rirui essaie de lui faire peur parce qu'elle sait qu'elle lui a décoiffé les cheveux. Cependant, Hajime descend des escaliers et tout le monde est figé sous le choc qu'il porte maintenant une coiffure d'Andrew Tate. Olive éclate immédiatement de rire et Nathalie rit d'un nez aussi. Mais le barman dit que ce n'est pas un problème puisqu'il est également un idiot certifié. Lorsque Hajime remarque que la racine de ses cheveux est maintenant parfaitement propre, il passe immédiatement en mode crash pour demander où se trouvent Veronica et Rirui. Effrayé, lui dit qu'elle est en promenade. Quelques heures plus tard, ils arrivent sur le lieu de l'attaque et constatent que l'araignée l'a capturée et ramenée à sa base. Tanya supplie Hajime de sauver Veronica, alors il lui assure qu'il la frappera une fois qu'il l'aura fait. Peu de temps après, Hajime arrive au repère de l'araignée avec Rirui et Rijrishot. Ils se séparent pour chercher Veronica et Hajime trouve finalement un cerf piégé dans l'un des nombreux trous de la région. En désespoir de cause, Hajime demande à haute voix à Veronica où elle se trouve, mais cela incite un groupe d'araignées à le localiser. Il détruit donc les araignées à l'aide de son marteau. Soudain, une taupe surgit d'un des trous et l'envoie dans la vallée. Alors, il dit à Rirui de trouver Veronica à sa place. Après avoir cherché pendant des heures, Rirui trouve finalement Veronica dans l'un des trous. Veronica mais lui dit de reculer car elle ne peut pas bouger. Rirui essaie de l'éloigner, mais voit que ses cheveux sont enveloppés dans une sangle et l'araignée géante la frappe contre un mur. Alors que l'araignée s'approche d'elle pour terminer le travail, Veronica se souvient de tous les moments amusants qu'ils ont passés ensemble, ce qui la motive à se couper les cheveux et à la sauver. Lorsque l'araignée attaque à nouveau, Hajime arrive soudainement et la jette au sol avec son marteau. Veronica commence immédiatement à se moquer de son nouveau look, mais il lui en veut, les obligeant à se disputer jusqu'à ce que Rirui révèle que c'est elle qui l'a fait. À l'extérieur de la tombe, Richat dit à Veronica qu'elle est également ravissante avec les cheveux courts. Et après s'être souvenue de son passé difficile, elle réalise qu'elle peut être heureuse avec ses nouveaux cheveux courts. Plusieurs semaines plus tard, Hajime est heureux que ses cheveux soient revenus à la normale. Et quand il regarde par la fenêtre, il se rend compte que c'est presque l'automne. Plus tard, Hajime se promène dans le marché du donjon avec Nathalie et elle explique que cela fait longtemps qu'elle n'y est pas allée parce que son emploi du temps ne le lui permet généralement pas. Elle repère un joli pendentif qu'elle aime mais prétend qu'il est hors de portée du solde de son compte, alors Hajime l'achète pour elle. Tout en portant le nouveau collier, Nathalie essaie de le rejeter mais Hajime dit qu'il le lui donne pour la remercier de toute l'aide qu'elle a apportée à tout le monde. Elle le traite alors de coureur de jupons, alors il la taquine en lui demandant de presser ses citrons en récompense. Alors que Hajime s'éloigne, Nathalie se sent heureuse d'avoir maintenant son premier cadeau, mais elle remarque alors que Rirui la regarde comme un méchant seigneur Sith. Elle explique donc qu'il ne se passe rien entre elle et Hajime. Rirui demande alors à Hajime son propre cadeau. Alors Bro lui achète des kebabs et cela la rend tellement ennuyée qu'elle le traite bruyamment de stupide. Plus tard, lors d'un bain avec Veronica, Rirui explique ce qui s'est passé avec Hajime et dit qu'elle veut qu'il la voie davantage comme une femme. En entendant cela, Veronica lui conseille d'embrasser davantage son côté féminin en faisant plus d'efforts pour paraître plus belle comme elle, et promet que les hommes la couvriront de pierres précieuses une fois qu'elle aura fait cela. Cependant, Rirui évoque le fait que Hajime ne se moque jamais de Veronica, ce qui l'a fait commencer à se plaindre du fait que le père d'Endance n'a rien fait avec elle depuis leurs vieux jours. Elle parle ensuite à Rirui de ses pouvoirs de succube appelés Charme-œil mystique, qui lui permettrait de lui donner tout ce qu'il veut, mais elle dit aussi que c'est temporaire et que cela donnerait l'impression de tricher. Rirui dit qu'elle est prête à l'utiliser si cela fait que Hajime tombe amoureux d'elle et demande à Veronica comment elle peut l'utiliser. Mais Veronica dit qu'elle devra attendre que la sienne se réveille.
Cela rend Rirui triste, alors Veronica promet de faire quelque chose de gentil pour elle le lendemain. Le lendemain, Veronica maquille Rirui et Nathalie, fait l'éloge de son nouveau look, affirmant qu'elle est désormais plus belle que Margarabi. Quand Hajime arrive, il remarque ses lèvres brillantes, mais suppose qu'elles étaient ainsi lorsqu'elle mangeait de la viande au petit déjeuner. Les dames sont tellement énervées par son manque de fonction cérébrale qu'elles commencent à lui lancer des objets. Plus tard, Hajime et les filles se dirigent vers le donjon et Rirui porte toujours un visage boudeur. Alors Hajime explique qu'il ne pensait pas qu'elle se maquillerait réellement. Rirui demande ce qu'elle pourrait faire pour qu'il la considère comme une femme. Alors Bro plonge dans son sac Rize et lui dit qu'elle a l'air bien comme elle est et lui promet qu'elle deviendra encore plus vivante en vieillissant. Cela fait rougir Rirui, mais elle sent toujours que ce n'est pas suffisant, alors elle décide de devenir encore plus forte. À l'intérieur du donjon, Rirui balance frénétiquement son épée, éliminant plusieurs slimes dans le processus parce qu'elle est déterminée à monter de niveau et à contrôler Hajime avec ses pouvoirs de charme. Alors qu'elle charge pour détruire le boss slime, elle marche soudainement sur un piège de donjon, ce qui la fait tomber sur un sanglier à l'étage inférieur. Le sanglier se met immédiatement à courir vers l'avant et elle tente de l'arrêter en lui aspergeant le visage de eau, mais le sanglier continue sa charge. Voyant qu'il y a un mur de briques devant, Rirui saute loin du sanglier et celui-ci s'écrase contre le mur. Hajime lui dit de cibler le cœur du sanglier puisqu'elle sait où il se trouve, alors elle se dirige vers le sanglier et le poignarde en plein cœur. Elle est gênée par le fait qu'elle soit couverte de sang, mais Hajime lui tapote la tête et la félicite malgré tout. Cela lui fait comprendre que Veronica avait raison car elle ne se sentirait pas heureuse si elle utilisait son talent de charme. Soudain, son corps commence à briller et l'écran d'information l'informe qu'elle a atteint un niveau supérieur et qu'elle a maintenant appris la compétence de charme. Une marque d'amour apparaît sur le bras de Rirui et Hajime demande ce que c'est, alors elle décide de la tester. Elle cligne des yeux pour activer le charme d'amour, mais Hajime n'est pas affectée. Elle le spamme donc à plusieurs reprises et finit par faire tomber amoureux d'elle tous les monstres du donjon. Voyant cela, Hajime se demande si son charme amoureux ne fonctionne pas sur des personnes qui sont à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle. Mais elle décide de l'essayer sur Anne une fois de plus. Cependant, Hajime n'est toujours pas affectée, alors elle se rend compte que son pouvoir est inefficace contre les humains. Le lendemain matin, Anya se présente à l'école dans un magasin de cosplay Inosuke à $1 et explique à Rirui qu'elle a fabriqué un masque du cher-dieu en préparation pour le prochain festival. Plus tard, les filles se préparent pour le festival lorsqu'elles voient un garçon tourmenter des filles innocentes avec son animal de compagnie. Alors Rirui charme l'animal et l'envoie après son propriétaire. Après leur départ, les filles qu'ils ont sauvées proposent de se joindre à elle pour fabriquer des masques pour le festival. Cette nuit-là, Rirui dit à Hajime à quel point elle attend le festival avec impatience. Et après qu'elle ait dormi, il se souvient qu'au cours de ses premières années, il regardait les festivals à distance. Plus tard dans la nuit, il se réveille et sent qu'il y a des bêtes magiques à proximité. À la porte, le gardien combat des lapins, mais l'un d'entre eux leur échappe et court vers le village. Soudain, un lion de montagne apparaît et se met à courir vers le village. Mais Richad arrive avec Veronica et là-bas. Veronica explique alors que les monstres se détraquent parce que le sang des bêtes anciennes est remué à l'approche de la pleine lune. La nuit suivante, un autre monstre loup tente d'envahir leur village, mais Haji pourrait le renverser à nouveau et remarquer que le charme d'amour de Rirui brille mystérieusement. Il détruit encore plus de monstres la nuit suivante, puis réveille Rirui et lui demande si elle peut désactiver ses pouvoirs de charme. Elle essaye de le faire mais échoue, alors Hajime lui dit de garder les pouvoirs secrets pour tout le monde dans le village. Il l'informe ensuite qu'il lui reste du travail à faire, alors elle se rentre pendant qu'il sort de la pièce. Après avoir détruit un autre grand groupe de monstres, Hajime est battu et meurtri, mais il décide qu'il ne s'arrêtera pas parce que cela doit être fait. Le lendemain matin, Hajime retourne dans sa chambre et dort juste à côté de Ryorui. Il rêve d'un jour dans son passé où il était pourchassé par des voyous et il s'est caché derrière un tonneau dans une ruelle sombre pour leur échapper. Alors qu'il s'éloignait, il a rencontré ses amis Ricky et Bobby et ils ont installé leur camp ensemble cette nuit-là. Pendant le camp, ils ont dit à Hajime de les appeler chaque fois qu'ils voulaient causer des ennuis. Alors il a ri et a promis qu'il le ferait. Lorsque la viande de rate fut prête, Hajime commença à la grignoter plus vite que Luffy. Alors les autres lui ont rappelé qu'ils devaient partager la nourriture. Cette nuit-là, le trio essaya de dormir, mais ils avaient encore faim. Ricky a donc suggéré de parler de leurs rêves pour se distraire. Cependant, Hajime a affirmé qu'il n'avait aucune ambition pour l'avenir, mais qu'il voulait juste manger à sa faim pour une fois. Et Bobby a dit qu'il voulait se marier un jour avec Veronica. Lorsque Hajime a demandé à Ricky ce qu'il voulait être, il a répondu que son objectif était de devenir un aventurier résident, et a expliqué que c'était un aventurier qui travaille et vit dans un village. Hajime a demandé pourquoi il visait cela. Il a donc expliqué qu'il souhaitait avoir une ville natale avec beaucoup de nature et qui ne soit pas un cloaque délabré comme celui où il séjourne actuellement. Après avoir escaladé un tonneau, il dit qu'il voulait vivre dans un endroit où les gens s'entraident constamment, ce qui serait essentiellement un village entier d'amis proches comme eux. Et Bobby a adoré l'idée, mais Hajime ne l'a pas comprise.
De retour dans le présent, Hajime se réveille, mais remarque que Rirua est parti. Alors, il se rendort immédiatement. Pendant ce temps, Rirui et les filles ont installé avec succès leur stand pour le festival. Quand Hajime se réveille, il voit Rirui expliquer au propriétaire et à Nathalie comment son stand va surpasser Burger King. Alors l'aubergiste lui dit de préparer les brochettes. Cette nuit-là, Hajime part à nouveau au combat et détruit un gros ours avec un puissant coup de marteau avant de s'enfuir pour aider un vieil homme qui appelle à l'aide. Pendant ce temps, Rirui se réveille avec l'envie de vider son réservoir. Elle se dirige donc vers la salle de bain, mais finit par tomber par terre. Elle cache immédiatement son écusson de charme brillant pour que personne ne la voie, mais Nathalie la voit du coin et est surprise par sa marque de charme. Le lendemain matin, Nathalie rencontre Hajime et lui pose des questions sur la marque de Rirui, mais il prétend que rien d'extraordinaire ne se passe avec elle. Elle lui rappelle que l'aîné du village a demandé à tout le monde de signaler tout ce qui était étrange et lui demande si son charme était lié aux bêtes magiques qui continuent d'attaquer la nuit. Cependant, Hajime affirme que Rirui n'a rien à voir avec cela et s'en va. Après son départ, Nathalie découvre que Hajime cache le fait que Rirui est à l'origine de l'épidémie de monstres parce qu'il sait que le village la bannira s'il le découvre. Soudain, Olive arrive et demande Hajime, mais Rirui lui dit que Hajime dort toujours et demande ce qui se passe la nuit. Olive répond qu'ils essaient toujours de comprendre. Rirui l'invite donc à venir manger sur son stand du festival et court avec Kako pour faire les préparatifs. Lorsque Nathalie demande pourquoi elle voulait parler avec Hajime, Olive dit que quelque chose le dérange récemment et qu'elle veut le rembourser pour tout ce qu'il a fait pour eux jusqu'à présent. Elle évoque ensuite le fait qu'il a perdu son bras et prétend qu'il est trop gentil pour son propre bien. Alors Nathalie raconte le secret à Olive en larmes. Cette nuit-là, Hajime se déplace comme un guerrier de Spartacus, éliminant un monstre après l'autre, et il remarque qu'ils sont beaucoup plus agressifs que d'habitude. Après avoir détruit tous les monstres, il retourne en ville et voit tout le monde l'attendre. Olive lui demande avec colère pourquoi il ne lui a pas fait confiance avec la vérité sur Rirui, et Véronica se joint à lui en traînant les oreilles tout en le traitant d'idiot pour ne pas lui avoir parlé en premier des problèmes de Rirui. Cela le rend confus, alors Nathalie explique qu'elle a parlé de Rirui aux autres et qu'ils ont tous décidé ensemble qu'ils allaient protéger Rirui en tant que village. Jane dit qu'il est normal que les espèces anciennes perdent leur pouvoir de temps en temps, mais cela se calme après un certain temps. Il décide de l'aider à traverser la pleine lune car ses pouvoirs se calmeront ensuite. Quand Hajime rentre chez lui, il voit que Rirui est introuvable. Quelques heures plus tard, tout le monde est sur ses gardes et essaie désespérément de retrouver Rirui, en particulier ses deux amis nains. Mais Nathalie leur assure que Rirui retrouvera Rirui. Ils décident donc de s'occuper du stand d'ici là. Alors que Hajime traverse les montagnes à la recherche de Rirui, Dragon l'informe que Rirui est dans la forêt. Plus tôt, Rirui avait entendu Olive dire aux villageois d'être actifs l'après-midi, car les pouvoirs de Rirui pourraient me faire apparaître des monstres. Cela lui fit comprendre quelle était la cause des attaques nocturnes des monstres, alors elle s'enfuit du village afin de ne pas gâcher le festival. De retour dans le présent, les pouvoirs de charme de Rirui se détraquent à nouveau et un gros lapin ours attaque, la faisant tomber dans la région inférieure. Là, les loups des montagnes chargent pour l'attaquer, mais Dragon et Hajime la sauvent. Soudain, tout le monde dans le village arrive et détruit toute la meute de loups. Alors que Rirui pleure, Hajime lui rappelle qu'elle est désormais sa partenaire, ce qui lui remonte le moral. Peu de temps après, Rirui retrouve ses amis au stand et tout le monde se présente pour acheter de la nourriture, la faisant pleurer. Alors que tout le monde s'amuse ensemble, un cerf magique géant apparaît dans le ciel et libère des étoiles filantes que tout le monde admire ensemble. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Rirui sera-t-il capable de charmer Hajime pour qu'elle l'aime? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animés comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.